Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous arrivons à la fin du Women Deliver Conférence 2019. Pendant plus de 4 jours, plus de 8000 personnes venues de 165 pays se sont mobilisées autour du thème de la place de la femme à travers le monde. Le principe était simple, chacun de nous devait réfléchir sur comment il pouvait utiliser son pouvoir pour contribuer au changement et favoriser une réelle égalité des sexes à travers le monde. La cérémonie de clôture se fera avec la talentueuse et fameuse Angélique Kidjo. Femme et Pouvoir n'a pas manqué cette occasion pour aller à sa rencontre et lui demander quelle était sa définition du mot pouvoir. En entendant sa réponse, place à la musique. Madame Kidjo, bonjour. Bonjour. Vraiment un grand merci d'avoir accepté de recevoir Femme et Pouvoir. C'est une grande émotion pour moi, donc je vais essayer de rester sereine. Le principe de l'émission Femme et Pouvoir, c'est vraiment d'interpeller des femmes qui ont de l'impact, qui sont engagées et qui contribuent à ce que les choses elles changent. Donc, vous représentez tout ça. Non seulement vous êtes une grande diva, vous faites honneur à toute l'Afrique, mais vous utilisez tout ce pouvoir-là pour changer le monde autour de vous. Qu'est-ce que c'est pour Angélique Kidjo le mot pouvoir? Le mot pouvoir, pour moi, commence d'abord par la paix. Le respect. Avoir de l'intégrité. Promettre et faire que les promesses deviennent des actes. Ne pas parler pour ne rien dire. Ne pas utiliser le pouvoir avec violence. Spécialement chez les femmes, qu'est-ce que ça nous demande? Ça nous demande d'être impartial, d'être toujours dans la vérité et que ce qu'on dit soit informé avec des preuves, avec des actes. Ne pas utiliser le pouvoir comme les hommes, surtout pas. Être dans la délivrance tout le temps de quelque chose qui est substantiel à la survie de l'être humain, quel que soit son sexe. Si on parle de pouvoir de femme, pourquoi est-ce qu'on demande le pouvoir? On demande le pouvoir parce qu'il y a une injustice vis-à-vis de nous. Si on veut de la justice pour nous, on veut la justice pour tous et pour toutes. Si on n'est pas dans cette logique-là, on n'a pas de pouvoir.
Parce que quand on a le pouvoir et qu'on garde le pouvoir, on ne l'a pas. C'est quand on partage le pouvoir qu'on l'a. Très bien. Vous avez déclaré que le développement de l'Afrique passerait par les femmes. Et vous avez créé la Fondation Batonga pour permettre aux femmes et aux jeunes filles de pouvoir prendre le pouvoir sur leur vie et sur leur communauté. Qu'est-ce que c'est Batonga? Batonga, c'est une fondation que j'ai mis en place en 2006, qui a été fonctionnelle à partir de 2007. Tout simplement parce qu'une mère m'a rappelé pendant un de mes voyages avec l'UNICEF que tous les messages que j'ai envoyés par rapport à l'enrôlement des filles à l'école primaire, elles ont entendu mon appel. Et qu'elle me disait, vous savez très bien que si ces filles finissent le primaire et qu'elles ne sont pas au secondaire, elles finiront pas à avoir la même vie que nous, se marier très jeune et être des mamans très jeunes. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? J'ai commencé à réfléchir. Et à cette période-là, c'était très difficile de parler de l'éducation secondaire parce que le point de focus des Nations Unies, c'était l'éducation primaire. Donc quand j'ai commencé, tout le monde a commencé à me dire, Angélique, qu'est-ce que tu vas faire dans l'éducation secondaire? C'est l'échec assuré. Ma réponse a été, si c'est facile, pourquoi se déranger? Et dès le départ, pour moi, ça a été clair dans ma démarche qu'il fallait que j'arrive à parler et à atteindre les filles qui vivent dans les zones les plus reculées en Afrique, les plus pauvres. Parce que les ressources sont dans les villes, et les ressources dans les villes sont déjà polluées. Polluées par la corruption et par des organisations qui ont des grands bureaux et qui ne font rien. Et aussi, surtout, pour moi, l'intelligence n'a pas de frontières. Et que dans nos pays, on laisse souvent les zones rurales toutes seules. Et sans les zones rurales, on n'a rien, on n'a pas de nourriture. Donc c'était indispensable d'aller vers ces filles-là. Et la première mouture de Batonga, c'était donner la scolarité, un repas par jour, des uniformes, les livres, le tutorat et le mentorat. Ça a toujours été pour moi de faire tout complètement ensemble. Pour que ces familles qui sont déjà réticentes à envoyer leurs enfants à l'école, parce qu'une fille qu'on envoie à l'école dans les zones rurales, c'est une main-d'œuvre en moins. Et pourquoi est-ce que je fais ça? J'ai pas envie que les parents se disent, ça me coûte trop d'argent, toi tu restes à la maison. On a commencé dans 5 pays. Le Bénin, le Mali, le Cameroun, l'Éthiopie et la Sierra Leone. En Sierra Leone, on a construit une école dans Awatjao, parce qu'il n'y avait plus rien après la guerre. Et ça a été le premier endroit où je me suis rendu compte que les guerres, ça fait énormément de dégâts quand on a une jeune fille qui est à l'école et qui ne veut pas rester à l'école parce qu'elle a peur que sa grand-mère ne soit plus là, parce que c'est la seule personne de sa famille qu'elle a retrouvée en vagabondant après la guerre. Elle a retrouvé sa grand-mère, les deux se sont retrouvés. Et c'est par l'école de Batonga que la grand-mère peut venir voir ce que fait la fille et que sa grand-mère qui lui disait « va à l'école, rien ne m'arrivera ». Mais cette peur, cette petite fille qui me disait en tremblant, si je viens à l'école, ma grand-mère va être peut-être partie. Je dis non. Si tu veux t'amener ta grand-mère à l'école, elle peut t'attendre là. Tu peux avoir un commerce là et t'attendre de te ramener à la maison. Et c'est là que je me suis rendu compte de la résilience de ces jeunes filles. En zone de conflit, et même dans les familles les plus pauvres, elles ont toujours l'espoir que demain sera meilleur. Qui sommes-nous pour ne pas leur donner leur chance? Donc, après 10 ans de ça, la plupart des filles, celles qui n'ont pas disparu du radar, parce que beaucoup d'entre elles ont été enlevées de l'école ou sont parties parce que c'était trop difficile pour elles, parce qu'en primaire, déjà, elles n'étaient pas au niveau. On a de mauvais profs. Donc, il faut les former pour que les enfants puissent lire et écrire correctement. Donc, je me suis dit, après avoir investi tant d'années, j'ai eu des filles qui sont à l'université. Au jour d'aujourd'hui, au Bénin, il y a 2 filles de Batonga qui sont à l'université, qui sont des mentors aujourd'hui pour les filles, pour les autres filles. Je me suis décidé, il faut savoir, quand on parle, il faut avoir des preuves. Comment est-ce qu'on peut avoir des preuves que si on investit sur les jeunes filles, le retour sur investissement est absolument exponentiel? J'ai été approchée par une organisation qui s'appelle Population Council, qui venait de développer une technologie qui s'appelait Girl Roster. Cette technologie, c'est sur un téléphone qui n'a pas besoin de réseau. On n'a pas besoin d'avoir le réseau pour aller faire de la levée de données dans les villages les plus reculés.
On peut faire par jour, en une journée, on peut faire une levée de données de 5000 personnes à peu près. Et j'ai décidé de me focaliser sur 2 communes au Bénin, Savalou et Boyikon. Et quand on a commencé, la raison pour laquelle je voulais le faire, c'était comprendre la raison pourquoi les filles partaient de l'école secondaire. Et quand elles partent, vivent-elles seules? Quelles sont leurs situations familiales? Est-ce qu'elles vivent, elles sont orphelines? Est-ce qu'elles sont mariées? Ou sous le point d'être mariées? Elles sont enceintes? Ou elles ont des enfants? Malgré, quelles que soient les conditions de vie dans lesquelles elles sont, quels sont leurs talents? Quels sont leurs rêves? Qu'est-ce qu'ils aimeraient faire pour que leur situation change et qu'elles transforment leur vie? La première chose qu'elles m'ont demandé, c'était un endroit sûr où elles peuvent se retrouver. Donc j'ai créé des girl clubs qu'on appelle Safe Space. Et après on a parlé. Vous voulez faire quoi? J'ai dit, moi, je ne vous donnerai jamais d'ordre, je ne vous dirai jamais ce qu'il faut faire. Vous me connaissez maintenant, c'est ce que vous voulez qu'on fasse. Ça a été un enthousiasme que j'ai rarement vu. La première chose qu'elles m'ont dit, on veut fabriquer des savons solides et liquides. Je dis, pourquoi? Pourquoi ne rêvez-vous pas plus grand? Elles ont une réponse toute simple. Pour avoir une dignité, il faut être propre. Oh my God. Et que le savon, quand on va l'acheter en ville, il faut payer le taxi pour y aller. Quand on revient, on achète un savon par mois. Ce savon, il faut le gérer. On lave la vaisselle, on lave le linge, on se lave. Donc, pour la communauté, s'il y a du savon, les enfants sont plus propres. On parle d'hygiène, on parle de santé, on parle de maladies transmissibles. Tout ça, elles ont compris à leur âge parce qu'elles ont des enfants. Certaines d'entre elles ont des enfants. Et on a décidé d'écrire un curriculum pour leurs besoins. Donc, j'ai fait appel à une organisation néerlandaise qui s'appelle Aflaton. Donc, ils sont venus au Bénin. Ils ont écrit le curriculum avec nous. Et quand on est arrivé au Bénin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, moi, en tant qu'Africaine, je n'ai pas envie de garder quelque chose qui peut marcher pour moi toute seule. On va convoquer toutes les organisations qui travaillent avec les adolescents de la sous-région de venir avec nous. Donc, dès qu'on a commencé, tous ceux qui ont accepté une invitation sont arrivés, World Bank, CARE, Plan et d'autres organisations africaines sont venus nous voir. J'ai dit, si ça marche pour nous, ça doit marcher pour vous. Donc, CARE a commencé avec nous, mais la Plan va nous rejoindre. Je dis tout ça pourquoi? À partir du moment où on a des données, parce qu'on n'a pas de données sur nos sociétés, sur les gens qui vivent chez nous et leur réalité, parce que quand on vit dans les zones rurales, on est pratiquement inexistant pour le gouvernement. Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose sur le plan du long terme si ces gens-là ne sont pas visibles et si leurs voix ne sont pas entendues? Et depuis, tout le monde parle de data aujourd'hui parce que quand on va demander de l'argent à quelqu'un, moi, je ne mets pas un sou dedans parce que ce que je fais, c'est ma voix, ma musique que je fais, donc je vais demander de l'argent. Souvent, je fais des levées de fonds. Et les gens me posent des questions, ils ont tous les droits de demander où va l'argent. Donc, avec les data qu'on a, les résultats que nous avons, ils savent que chaque centime donné, tout va aux jeunes filles. Et moi, j'ai décidé de créer aussi Batonga au Bénin. C'est-à-dire avoir des locaux de chez moi qui comprennent ce que c'est que Batonga et qui travaillent. Donc, on a notre coordinateur de terrain ici qui est venu avec nous aujourd'hui et on a créé 100 emplois. Wow. L'année prochaine, on fêtera les 25 ans de la conférence de Beijing. Quel message vous avez envie de livrer à toutes les jeunes filles du monde entier, mais plus particulièrement les jeunes africaines? Vous avez déjà beaucoup parlé d'elles, beaucoup dit ce que vous leur faites, mais si vous aviez un message à leur livrer, qu'est-ce que vous leur dites? Moi, ce que je veux dire aux jeunes filles, c'est que je vais leur demander peut-être l'impossible, mais d'être plus résiliente que ça, de ne pas choisir des solutions de facilité. Être marié à un homme qui a l'âge de votre père, ce n'est pas la solution. Parce que vous mettez votre vie en danger. Vous jouez au loto avec votre vie, parce que le corps n'est pas encore complètement formé pour que vous soyez des mères. Et que chaque année, on perd plus d'un demi-million de jeunes filles qui vont accoucher. Soyez vivantes pour vivre votre vie.
il y aura toujours quelqu'un qui peut vous aider. Pareil. Si vos parents ne peuvent pas vous écouter, cherchez des organisations qui peuvent vous écouter. Et voyez où ça va. Il faut savoir ce qu'on veut faire de sa propre vie. Il faut avoir de l'ambition et se dire, ma vie vaut la peine d'être vécue. Ne vous voyez pas comme des victimes, mais voyez-vous comme des forces de changement dans vos pays et sur votre continent. Parce que c'est vous, c'est ces filles qui sont le futur de l'Afrique. C'est prouvé aujourd'hui que quand les jeunes filles sont éduquées, le produit intérieur brut augmente de 9,5%. Je parle économie aux dirigeants africains. Ils veulent de l'argent, ils veulent générer des profits, ils veulent avoir des maisons partout. Ce n'est pas en allant jouer les mendiants ailleurs en cherchant de l'argent, c'est en investissant chez soi, en investissant dans les jeunes filles et dans les jeunes garçons pour qu'au plus jamais nos enfants ne se retrouvent sur des bateaux en train de mourir. Parce que c'est une honte pour nous tous quand nos jeunes nous disent mourir sur la Méditerranée ou mourir chez nous, déjà morts de toutes les façons. Ça veut dire que nous tous, en tant que société, en tant que gouvernement, en tant qu'institution, nous avons échoué. Donc les jeunes, aidez-nous à vous aider. Parlez, on écoutera. Très bien. Angélique, pour finir, vous êtes déjà une femme de pouvoir. Quel est votre super pouvoir? Mon super pouvoir, c'est mes parents qui me l'ont donné. J'ai grandi dans une famille où mon père a toujours dit que mon cerveau était mon arme absolue, tout ce temps que nous étions. Et que le cerveau n'a pas de couleur. Que nous ne devons jamais revenir à la maison lui dire que nous n'avons échoué parce que nous sommes noirs. Parce que le succès ou l'échec n'a pas de couleur. À partir du moment où j'ai compris cela, quand je suis partie chez moi, je me sentais l'égal de tous. Ceux qui étaient racistes, je rigolais. Je souris toujours quand on me fait des commentaires racistes parce que c'est pas que j'en veux à la personne, j'en veux à son ignorance. Et ce que je dis souvent aux gens, je dis, tu ne me connais pas, ton jugement ne me touche pas parce que je ne suis pas ton ami, je ne suis pas de ta famille. Si tu veux qu'on parle et qu'on comprenne pourquoi tu me parles comme ça, moi je suis prêt pour la discussion. Nous sommes une famille humaine. Nous sommes tous des Africains. Si on est conscient que nous sommes tous des Homo sapiens, il faut savoir qu'on vient de l'Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Moi, je n'envie rien à personne. Je ne demande rien à personne. Tout le monde nous a compris en Afrique. Tous, chacun dans cette planète est africain. Et tant qu'on continuera à dire que l'Afrique est pauvre, alors que c'est le continent le plus riche du monde, et que nous, les Africains, nous ne serons pas suffisamment fiers pour défendre qui nous sommes, ce n'est pas les autres qui vont parler à notre place. Il faut qu'on raconte nos histoires et qu'on les raconte dans la clarté et dans une vérité incontournable. Parce que ceux qui racontent notre histoire sont ceux qui nous ont réduits à l'esclavage et qui nous ont colonisés. Et ils continuent à le faire parce qu'ils ont les moyens de le faire. Nous, c'est ce qu'on fait. Moi, je ne dis pas la guerre, je ne dis pas la violence. Quand quelque chose est dit et qui n'est pas vrai, je dis non, c'est pas vrai. C'est comme ceci, c'est comme cela. Notre histoire. Chacun d'entre nous, filles comme garçons, nous avons des histoires différentes. On a beau vivre dans le même pays, la même culture, on a des façons de voir différemment. Et toutes nos histoires ensemble donnera de notre continent une image humaine de différence, de richesse culturelle et d'humanité. Un grand merci. C'est un bonheur. J'ai maman Africa. J'ai maman Africa.
Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, mais aussi en partageant à partir de notre chaîne YouTube et en vous abonnant. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.